souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette rentrée littéraire de livres et auteurs du bassin du Congo. Quand je dis « on », évidemment, je parle des auteurs, des écrivains, des artistes que j'essaie modestement de représenter ici. Donc c'est une immense joie et une fierté, comme chaque année, de vous recevoir tous ici. Et comme la réalité africaine, pour ne pas dire la tradition africaine, commande d'accorder une place de choix à la culture, et qui est au cœur de notre histoire en fait, ici en plein cœur de Paris, ville d'André Malraux, que je ne citerai pas parce que tout le monde le connaît ici. Et je voulais simplement dire que nous sommes rentrés ici avec nos cultures en résonance pour faire émerger progressivement donc, les héritages, les émotions et une conscience à partager. Donc du nord au sud, d'est en ouest, de notre continent, les grands noms de la littérature et les artistes africains ont marqué notre histoire. Et nos échanges culturels tissent ici, en fait, une toile qu'on appelle l'Afrique des arts, une Afrique de pensée. Voilà. Et donc la librairie Galerie Congo est ici au cœur de Paris, ville lumière, ville d'André Malraux, je disais encore, et donc est le témoin de cette Afrique en mouvement et cette Afrique créatrice. Et donc ici, nous essayons toujours de représenter justement cette Afrique créatrice, tant par les lettres que par la peinture ou la musique. Et donc c'est pour ça que ce soir, vous avez pu remarquer la présence de quelques musiciens, de quelques instruments de musique, de quelques tableaux, et qui ne sont pas que africains d'ailleurs, puisqu'ici nous avons un mélange de culture, un métissage culturel, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et ce soir, vous allez découvrir une jeune peintre, je commence par elle, qui s'appelle Chloé, et qui aura l'occasion de vous présenter ses œuvres. Je pense qu'il y en a quelques-unes déjà qu'elle a accrochées au mur. Chloé vient de Nantes et va nous parler de la fusion qu'elle fait entre la peinture française, nantaise, et la littérature congolaise, ou en tout cas celle du bassin du Congo ou celle de l'Afrique. Et en plus de Chloé, il y a aussi un groupe de jeunes artistes. Alors je profite un peu toujours comme ça des occasions comme celle-ci pour mettre les jeunes en avant. Donc il y a un jeune artiste qui s'appelle Nina, c'est un garçon, et qui a un groupe, un trio, donc qui est formé justement d'un slammer qu'il est, d'un guitariste, multi-instrument, et puis aussi d'une peintre. Donc ils ont fait un trio comme ça, un peu hétéroclite, et je pense que vous aurez l'occasion de les apprécier. Et donc notre défi ici, donc vous l'avez compris, c'est de faire que plus que jamais, la culture inspire notre devenir, le devenir de l'Afrique. C'est notre responsabilité, donc avec celle des artistes et des écrivains, que je disais représenter ici tout à fait modestement. Et nous devrions reconnaître aussi l'importance de la culture dans la vie de nos pays, de nos nations, et aussi surtout de ce pays que nous partageons ici, qu'est la France, qui est un beau pays, un pays de culture, qui accueille justement toute cette diversité. Et je voudrais ici aussi rendre hommage à cette particularité de la France, et remercier aussi, en passant, Madame le maire du 7e arrondissement, qui nous fait aussi souvent l'amitié de venir nous rendre visite et de nous inviter à quelques manifestations qui sont organisées à la mairie du 7e arrondissement, donc Madame Rachida Dati. La culture, donc, un vecteur de développement, d'émancipation, et donc une valeur fondamentale que j'espère nous partageons ensemble. Et voilà, donc ce soir, je voulais simplement terminer en disant que nous allons présenter quelques ouvrages qui sont les 10 coups de cœur que nous avons retenus ici, nous, livres et auteurs du bassin du Congo, mais qui ne sont pas forcément les coups de cœur de tout le monde. Donc il n'y a pas de choix préférentiel. C'est un choix, j'allais presque dire subjectif, mais qui est aussi guidé par quelques connaissances que nous avons de la qualité littéraire de certains auteurs qui sont là, et d'autres qui ne sont pas là, mais en tout cas qui ont été sélectionnés par notre petit jury ici en interne. Donc vous nous pardonnerez s'il n'y a pas tous vos auteurs favoris. Et je profiterai aussi de l'occasion pour faire un pont, grâce à la présence d'une auteure qui est ici dans la salle, qui s'appelle Caroline Bourgine, que vous aurez l'occasion aussi d'entendre, qui a écrit un livre bouleversant, on va dire ça, sur la Guadeloupe,
sur les Guadeloupéens en particulier. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion, justement, de la présence de Caroline ici pour faire un pont avec la Caraïbe, donc avec la Guadeloupe, notamment au sujet de, on va dire, les problématiques de mémoire, puisque au Congo-Brazzaville, ceux qui connaissent le Congo savent que nous avons aussi une baie au sud du Congo, donc pas loin de la ville de Pointe-Noire, qui s'appelle la baie de Luango, qui était là aussi un point de captation, enfin, voilà, un point de déportation des esclaves vers les Amériques. Et donc, je profite de la présence de Caroline ici pour faire ce pont entre notre ville de Pointe-Noire et aussi la ville de Pointe-Noire en Guadeloupe, dont j'ai eu l'occasion de rencontrer le maire récemment, donc à Pointe-Noire en Guadeloupe, à Basse-Terre, et qui est très très intéressé pour faire un jumelage entre nos deux villes, pour justement mettre en lumière encore une fois cette histoire commune que nous avons, notamment sur la déportation, donc sur la traite négrière, ce commerce tout à fait ignoble qui a nourri les Amériques d'une certaine façon. Donc voilà, et puis pour terminer aussi, je signale la présence de Kidi Bébé, qui viendra aussi parler de son livre, qui est ici présente. Pardon. Oui, bon, je pensais que ça m'intéresse. Donc je salue la présence de Kidi Bébé qui est ici, qui va parler aussi de son livre. Kidi Bébé, alors pour ceux qui connaissent Francis Bébé, feront automatiquement le lien donc, avec ce grand musicien camerounais dont elle est la fille. Alors je vais m'arrêter là, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que vous présenter simplement, rapidement, donc, ces fameux coups de cœur. Ici, il y a une auteure que j'ai failli oublier, qui s'appelle Tina Ngal. Hein. En France, on dit Ngal, mais bon, on va dire Ngal, comme ça, au moins, on reste dans la, dans la tradition africaine. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Alma Mater, et qui a été donc édité au Zarkane Ngal, par Tina Ngal, donc qui est sa propre éditrice. C'est très bien des femmes comme ça qui font tout. Hein. Et donc, qui a écrit un livre donc, pour... alors, je lis le titre, hein, qui est un peu long, enfin le sous-titre en tout cas. C'est Alma Mater, parité pour quelle dualité émancipatrice de la démocratie RD congolaise. Donc, Tina Ngal est originaire de la RDC. Elle veut nous parler en fait du rôle que devraient jouer les femmes ou qu'elles ne joueraient pas assez dans nos sociétés africaines. Donc, je ne développerai pas plus puisque Tina Ngal est là. Je crois qu'elle le fera mieux que moi. Évidemment, vous avez l'occasion et tout le loisir de lui poser toutes les questions que vous voudrez sur son livre, sur son inspiration, sur certains points. Alors, le livre, je sais, nous ne l'avons pas parce qu'on l'a reçu assez tardivement. Donc, il est là. Bon, d'accord. Donc, on pourra... Ah bon, ben, d'accord, parfait. Autant pour moi. Donc, on a été livré. Donc, si vous voulez le livre de Tina Ngal, il est ici présent à la librairie Galerie Congo. Donc, voilà. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Donc, les Guadeloupéens, j'en ai parlé. Donc, c'est le livre de Caroline Bourgine qui s'appelle « Ligne de vie d'un peuple ». Le titre, c'est tout simplement « Les Guadeloupéens » qui a été édité chez Henri Dougier. Et puis aussi un livre dont l'auteur n'est malheureusement pas présent parce qu'on n'a pas pu l'avoir, c'est Gaël Faye qui a écrit un livre qui s'appelle « Petit pays » et qui a été primé par le roman Fnac 2016. C'est un jeune franco-burundais donc, qui a écrit l'histoire du Burundi, enfin une partie de l'histoire du Burundi en tout cas selon lui, ce bout d'Afrique centrale brutalement malmené par l'histoire. Donc là aussi c'est un livre que je vous invite à lire, il est pas mal écrit, c'est un petit jeune qui écrit pas mal, donc si vous avez l'occasion, je pense que nous serons livrés à partir de la semaine prochaine parce qu'il est pas mal demandé, il est édité chez Grasset, et puis sinon il est disponible aussi chez d'autres distributeurs comme la Fnac évidemment. Ensuite, nous avons donc toujours au registre des coups de cœur. Alors je passe vite parce que l'idée c'est simplement de faire une présentation, on n'est pas là pour faire une chronique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai l'histoire secrète de Kimpavita qui a été édité chez ICES, qui est un éditeur congolais, écrit donc par Dieudonné Nkoukou, et qui est l'histoire donc justement de l'Afrique précoloniale qui retrace l'action de Kimpavita,
qui est une héroïne congolaise, qu'on appelait aussi la Jeanne d'Arc noire. Et donc, voilà, donc elle campe les luttes pour le pouvoir et la haine des missionnaires contre celle qu'il nommait l'hérétique, la sorcière. C'est un roman historique. L'histoire secrète de Kimpavita est bâtie avec ce qui appartient à tous, afin qu'elle soit plus proche de chacun. L'auteur nous livre ici une épopée où l'histoire épouse l'imagination. Et puis donc, Kidi Bébé, donc je l'ai cité tout à l'heure en préambule, qui a écrit un livre qui s'appelle « Mon royaume pour une guitare ». Alors, il est là, donc le livre de Kidi Bébé, édité donc chez Michel Lafon. Il n'est pas cher, en plus il est gros, mais il n'est pas cher. Hein, 18,95 €, je crois qu'il y a un petit 95 en tout petit. 19 € on va dire. Donc ça va très très bien, bien écrit. Et là aussi je pense qu'il est disponible ici. Si vous avez besoin, il suffira de demander. Je pense que Valencia, là, en nombre suffisant pour tout le monde. Je ne sais pas si on en a beaucoup d'ailleurs. Une dizaine peut-être. Donc il faut aller vite. Ensuite, alors qu'est-ce qu'elle dit, Kidi Bébé? Est-ce que je révèle l'histoire? Parce que Kidi Bébé là elle-même, je pense qu'elle en parlera elle-même. En tout cas, c'est une autre façon de raconter l'histoire selon donc Kidi Bébé, hein, qui parle au conditionnel, de tout ce qui n'a pas été dit. Et moi, j'ai été très interpellé par cette phrase. Qu'est-ce qui n'a pas été dit entre un père, une fille, entre deux sœurs, enfin en tout cas dans une famille, surtout quand on se place dans, c'est-à-dire du point de vue d'une jeune camerounaise née en France, de parents immigrés, donc venus du Cameroun, et qui ont vécu probablement cette dualité, ou en tout cas cette vie française dans une ambiance, j'allais dire, camerounaise aussi, avec parfois le choc, pas un choc dans le mauvais sens du terme, en tout cas avec le choc des traditions, et qui parfois, ici, pouvait poser quelques problèmes à nos jeunes générations, qui naissent en France de parents parfois d'origine étrangère. Et je pense que je résume peut-être pas assez, mais je pense que Kidi nous le précisera. Et donc, c'est une belle histoire qu'il faut découvrir. Crépuscule du tourment, édition Grasset, par Leonora Miano. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas lu, alors je ne vais pas en parler ici intégralement, mais je vous invite à le lire aussi parce qu'il fait beaucoup parler de lui. J'ai entendu d'excellentes critiques. Et Leonora Miano, Crépuscule du tourment, je vous invite à le lire. Excellent ouvrage qui est aujourd'hui donc édité chez Grasset aussi et qui est disponible à la librairie Galerie Congo, ou en tout cas sous peu. Un autre ouvrage qui s'appelle donc, alors Leonora Miano, je vous le montre, Anguille sous roche, édition Le Tripode, qui a été écrit par un jeune Comorien qui s'appelle Ali Zamir. Pour moi, tout le monde est jeune, hein, donc, même si, voilà. Donc Ali Zamir est un Comorien qui nous parle aussi de l'océan Indien. Donc vous voyez bien que la librairie Galerie Congo, en tout cas livres et auteurs du bassin du Congo, a un champ qui finalement dépasse de très loin les frontières du seul bassin du Congo et de l'Afrique. Donc Comorien qui parle de l'art de la joie, du Goliarda Sapienza, par la beauté de son héroïne et la force de sa langue. Anguille sous roche est un miracle littéraire. C'est un roman. Et donc, on revient quelque part à la tradition de livres et auteurs du bassin du Congo pour revenir un peu, j'allais dire presque au grand classique, qu'il ne faut jamais oublier, l'un des précurseurs, en tout cas ceux qui ont fait la littérature du Congo, quelque part, c'est Jean-Baptiste Tati-Loutard. C'est pas une nouveauté, il s'appelle La vie poétique, et c'est un beau livre de poèmes de Tati-Loutard qui est bien connu, dont d'ailleurs l'inspiration essentielle était surtout la mer, et puis les femmes qui tournaient toujours autour, et la mer d'ailleurs qu'il qualifiait de sarcophage antique. Donc c'est un recueil de poèmes qui mérite qu'on le lise aussi. Alors je ne sais plus quelle année a été écrit, mais je voulais que nous parlions de Tati-Loutard aussi, parce que il aurait eu 78 ans, je crois, au mois de décembre de cette année, s'il était encore en vie, et puis je crois qu'on fête, on célèbre, d'une certaine manière. Oui, on fête aussi, les artistes, même quand ils sont morts. On célébrera, je pense, le 7e anniversaire de sa mort. Je demande la confirmation de Franck Cana qui sourit malicieusement. Tu le sais, toi? 2009.
Merci. Voilà. Et donc, merci Franck. Et puis, Franck est éditeur d'ailleurs, mais il ne nous a pas livré beaucoup d'ouvrages cette année. Hein. Voici venir Les Rêveurs, édition Belfond, par Imbolo Mboui, qui est un auteur camerounais, qui n'est pas présent. Et donc là aussi, pareil, je vous invite à le lire, qui est édité chez Belfond. Voilà, donc là c'est pareil, c'est l'histoire poignante d'une famille camerounaise, émigrée à New York, portée par une écriture à la fraîcheur et à l'énergie exceptionnelle, un roman plein de générosité, d'empathie et de chaleur sur le choc des cultures. Pareil, donc on est en plein dans le choc des cultures. Et puis un autre livre que je voudrais vous conseiller, qui n'est pas tout à fait nouveau, c'est pas le dernier d'Adichie Chimamanda, oui c'est ça, Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une jeune Nigériane, et qui, depuis quelque temps, fait parler d'elle parce qu'elle a plutôt une belle plume. Et je pense que ça mérite le déplacement. Vous devriez découvrir cette jeune auteure. Alors pourquoi je parle autant des femmes? Parce que vous avez remarqué, il y a beaucoup de femmes dans la présentation que je viens de faire. Je crois que ça fera partie d'un deuxième set de notre présentation. Je vous expliquerai pourquoi. Et première de ces auteurs ici présente, qui est donc Tina Gall, ça tombe bien, qui est juste au premier rang, pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que Alma Mater. Merci. Ah, un petit souci. Alors, on a un seul micro, donc on va se le partager. Ah. Ouais. Hop. À qui? À la dame? Ah, il faut que tu le mettes sur ton châle. Attention à ce que tu dis. Voilà, c'est bon. Voilà, donc merci Tina d'être venue aussi vite, hein, et d'avoir répondu à notre invitation pour rencontrer ce public. Et Tina vient ici pour la première fois, ici donc à la librairie Galerie Congo. Tina est originaire de RDC, donc on est toujours dans le bassin du Congo. Tina, merci de nous expliquer Alma Mater, cette mère nourricière, qu'est-ce qu'elle a de particulier? D'accord. Bonsoir tout le monde. Je remercie d'abord la librairie Congo de me donner l'opportunité en fait d'avoir cette petite tribune. Je veux juste rectifier, c'est pas la première fois que je viens à la librairie Congo. J'ai assisté quand même à pas mal de vernissages. Voilà. Et donc je vais aller dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc Alma Mater vient d'être publié donc aux Arcanes des éditions Gall. Il est présent dans la librairie Congo et aussi sur les moteurs de recherche comme le Citre et autres, à présence africaine également. Alma Mater, pourquoi Alma Mater? Alma Mater veut dire la terre nourricière. Donc ce titre fait allusion en fait à la RDC, au pays de mes aïeux, de mes ancêtres. Voilà. Pourquoi Alma Mater? J'ai choisi ce titre parce que 82% en fait des terres arables de ce pays, qui est un sous-continent, pourrait nourrir non seulement l'Afrique, mais également aussi la planète entière, sans exagérer. Voilà. Pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord, ce livre est un récit, ce n'est pas un roman, un récit à travers toute expérience que j'ai eue politique dans ce pays, dans deux périodes, entre 2000 et 2005, et juste l'année 2010. Donc je ne suis pas comptable, comme on dit politiquement, de ce qui se fait là-bas. Alors, d'abord, le sous-titre. Parité pour quelle dualité émancipatrice de la démocratie, on pourrait dire congolaise, française, etc. Parité, pour moi, c'est une équité. Nous fonctionnons dans un domaine, dans un monde où tout va de façon paritaire. Et j'estime qu'il n'y a pas eu assez d'efforts, de faits, depuis toutes les conférences qu'on a eues à Benjil, depuis le dernier forum aussi qui a été fait au Cameroun sur la décentralisation et le problème de la femme. Donc j'ai écrit ce livre pour essayer de donner des solutions idoines en fait à tout ce qui pourrait faire émerger la femme. Le problème de l'Afrique, selon moi, aujourd'hui, réside dans le fait que l'Afrique, depuis, je dirais, la période précoloniale jusqu'à aujourd'hui,
a un problème majeur, celui d'avoir un problème de transition dans ses institutions. L'institutionnel ne favorise pas l'incursion des femmes dans la gestion de la chose publique. Alors évidemment, il y a des choses, on va me dire, vous me direz, je suis un peu peut-être extrême. Je ne le suis pas forcément, puisque c'est un problème qui concerne en fait toutes les démocraties. Toutes les démocraties. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? À savoir que bon, il y a quand même des démocraties, pas des démocraties, des pays qui sont quand même en pole position par rapport à ce problème. Je ne citerai pas le pays, c'est un pays voisin de la RD Congo où à peu près 56% des femmes sont dans la gestion de la chose publique, au Parlement et ailleurs. Voilà. Ensuite, je peux en continuer? Oui, je voulais juste poser une question. Pardon, avant que tu continues. Et quand tu parles du poids et des traditions matriarcales ou patriarcales, qui sont un frein, d'après ce que j'ai compris, donc à l'action politique, au sein même des centres du pouvoir exécutif, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Est-ce que c'est-à-dire que les femmes n'exercent pas assez ou pas du tout le pouvoir en RDC ou en Afrique, d'une façon générale? Quelle est la problématique? En fait, ce n'est pas une problématique. Je veux dire par là que l'Afrique n'a pas à être complexée par ce problème de parité. Elle a, depuis très longtemps, eu des femmes qui ont été à la tête d'empires majestueux. Nous avons eu la reine de Saba, nous avons eu la reine Kuba, qui est arrivée au pouvoir de façon assez dure, parce qu'elle a dû faire assassiner son mari, me semble-t-il, pour arriver au pouvoir. Nous avons les Amazones, qui ont été 4000 dans l'armée béninoise. Donc, aujourd'hui, j'estime qu'il serait peut-être temps aussi de revenir à nos fondamentaux, de façon à ce que nous puissions faire participer les femmes dans ce qu'on appelle la démocratie participative. Voilà. D'accord. Dernière question, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tinangal dit aussi que les premières dames n'ont pas toujours de statut. Les premières dames, on dit ici, les femmes de chefs d'État africains n'ont pas de statut. Est-ce que pour autant, ce serait le signe, en tout cas la manifestation d'un manque de droits, ou en tout cas que leurs droits ou leur avenir, l'avenir de la femme d'une façon générale, serait pris en otage? Ou bien, est-ce que vous pensez que, plus sérieusement, est-ce que vous pensez que le fait qu'une première dame n'ait pas de statut en Afrique est un indicateur du degré d'émancipation de la femme ou de la société dans son ensemble vis-à-vis de la démocratie ou du pouvoir? Parce qu'au fond, la problématique que vous posez, c'est celle du pouvoir des femmes, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que vous parlez de la reine de Saba et d'autres, qui sont des femmes de pouvoir, qui ont dirigé, qui ont géré le pouvoir. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui dirigent en Afrique? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait davantage? Enfin, je voudrais avoir envie de bien comprendre Alma Mater. Je crois que vous avez posé en une question de multiples questions. Je retiens la première, celle selon laquelle vous demandez pourquoi est-ce que je stipule que les premières dames n'ont pas de statut. C'est un fait. Je ne sais pas, les premières dames aujourd'hui, elles ont le rôle, bien sûr, d'aider, d'œuvrer dans le caritatif, mais elles dépendent du budget de l'État. Voilà. Peut-être faudrait-il, ça fait partie de certaines propositions, parce que ce livre également aussi, c'est des faits, des récits, des analyses et quelques bribes de propositions que je fais pour faire avancer la chose, qui pourraient servir à l'institutionnel. Voilà. Donc à partir de là, quand vous dites les premières dames, non, les premières dames sont tout à fait libres, les premières dames font ce qu'elles peuvent. Mais il arrive, par exemple, pour le Congo RDC, que bon, il y a c'est beaucoup plus les ONG qui s'activent à faire des choses. Elles ont peut-être les mains liées. Donc, institutionnellement parlant, il faudrait faire des réformes. C'est par des réformes profondes qu'on pourrait, économiques, sociales, politiques évidemment, que nous pourrions faire avancer donc l'émergence du problème des femmes. Voilà. Je voudrais juste, si vous me permettez, 30 secondes, je n'ai pas commencé par là, j'aurais dû. Je voudrais juste terminer par une petite pieuse pensée pour tous les victimes qui sont décédées en RD Congo, dernièrement à Kinshasa, par rapport aux heurts qui se sont faits en marge de ce qu'eux, ils appellent le dialogue inclusif.
de ce qu'eux, ils appellent le dialogue inclusif. Voilà. Si on peut avoir une minute de silence, en hommage à ces personnels, j'en terminerai là et merci beaucoup de votre écoute. Le livre est disponible. Il est disponible ici et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci Tina. Ah, le micro, j'ai oublié. Ah, oui. C'est pas fini. Il y en a plusieurs. Donc, merci Tina Gall pour cette vigoureuse présentation de Alma Mater. Et donc, toujours dans le même esprit. Hein, c'est pas toujours... c'est pas tous les jours qu'on a des auteurs comme ça sous la main. Donc, je vais en profiter. Je vais appeler Kidi Bébé, si elle veut bien, qui est un auteur journaliste, qui nous a écrit donc Mon royaume pour une guitare. On va passer peut-être à de la mélodie, quelque chose de moins dramatique. Je suis pas censée chanter quand même. Merci. Non, non, pas du tout. Enfin, si tu as envie de chanter, tu chantes. Hein. Ouais, pas de problème. S'il vous plaît. Une seconde. Oui, donc il faudrait que tu mettes le micro. Mais avant ça, je voulais savoir, ma chère Kidi Bébé, il faut quand même que tu te présentes. Je sais que tu connais bien cette maison. Je ne ferai plus l'erreur de dire que c'est la première fois, parce que c'est pas vrai. Tout le monde connaît la librairie Galerie Como. Donc, présente-toi un peu à ce public qui te découvre pour certains. Merci. Je vais essayer de... Je vais reprendre ce micro-là. Bonsoir. Me présenter, je suis auteur, journaliste et je dirige quelques projets en édition. Voilà, c'est assez simple. Mais je viens ici comme romancière. Vraiment. Très bien. Donc, je rappelle que Kidi Bébé a écrit donc un roman, hein, ici, que je vous invite à acheter et à lire massivement, qui s'appelle Mon royaume pour une guitare. Donc, vous voyez, on retrouve toujours ce côté pouvoir, royaume. Enfin, il y a toujours... les femmes sont véritablement en quête d'un pouvoir, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, Kidi Bébé va nous expliquer le lien entre un royaume et une guitare. Je te laisse parler du livre, donner envie à nos chers lecteurs. Merci à toi. Je vais peut-être commencer par reprendre l'un de vos propos, monsieur le directeur. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez été accroché par une façon d'annoncer, de parler du livre. Je pense que vous évoquiez la 4e de couverture, quand vous parliez de ce conditionnel que j'utilisais, en disant que ce serait l'occasion de raconter l'histoire ou le dialogue qui n'a pas eu lieu. Ce livre, effectivement, j'ai eu envie de l'écrire parce que j'ai été témoin, en tant qu'enfant, d'une histoire, d'une expérience qui n'était pas unique en son genre. L'expérience d'un couple, d'abord un homme, ensuite un couple et ensuite une famille dont je faisais partie. Et ce couple de départ, cet homme au départ, était des boursiers venus du Cameroun dans les années 50, venus s'installer, justement, c'est pas le terme à utiliser, venus apprendre et étudier en France avec des bourses et puis qui avaient l'intention de rentrer dans leur pays pour y vivre et puis pour, comme on disait, développer leur pays. Et puis voilà, la vie est là, la vie se propose toujours autrement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imagine toujours. L'amour peut frapper à sa porte, l'histoire, les circonstances de la vie peuvent aussi résonner et faire en sorte qu'on choisit une route qui n'était pas prévue. Et j'ai eu envie de rendre compte de cette expérience-là, des interrogations que pouvaient avoir des personnes comme celle-là, les boursiers de l'époque, qui arrivaient avec le souvenir, enfin l'expérience de la colonisation de leur pays, qui ensuite arrivaient en France et découvraient ce nouveau pays dont ils avaient entendu parler dans leurs livres d'école, et que peu à peu ils apprenaient à connaître, que peu à peu même ils apprenaient à aimer, et qui, pour certains, choisissaient d'y vivre. Il fallait transcender bien des choses, transcender leur enfance, cette idée de la France et des Français, et de cet étranger qui s'est installé pour dire ce qu'il faut faire.
cette idée de soi-même qu'on a appris à annihiler, et puis qu'on réapprend, donc on réapprend à quel point elle n'est pas si mal que ça, cette idée. Et finalement, j'ai été la spectatrice en tant qu'enfant de cela pour mes parents. Alors j'ai voulu rendre compte de ça. Dans un premier temps, dans une première version du livre, en fait, il ne s'agissait pas de mes parents, mais de personnages. Et puis, autre chose s'est passée. Mon père est décédé il y a 15 ans, il était musicien, et on m'a toujours parlé de lui. J'ai toujours je rencontre toujours des personnes qui me parlent de lui. Alors, une fois en tant que musicien, une fois en tant qu'écrivain, parfois c'est le souvenir d'une dictée douloureuse à l'école qu'on a eu à faire. Parfois, c'est le souvenir d'un spectacle où on a beaucoup rigolé. D'autres fois, c'est le souvenir d'un spectacle plus sérieux, un récital de guitare. Et j'ai eu envie, finalement, de raconter aussi ça avec mes parents en tant que personnages. Il ne s'agissait pas de faire un essai, ni une enquête, mais de raconter mon expérience à moi, parce que j'entendais les expériences des autres. Et puis, il se passe encore autre chose aussi quand on écrit. Quand on écrit à partir de souvenirs et qu'on les mélange avec des questions que l'on se pose, des réponses que l'on n'a pas eues et qu'il faut bien les inventer, il se passe une chose très amusante, c'est que parfois les souvenirs que l'on a n'ont pas du tout n'ont pas été perçus de la même façon par ses frères et sœurs, par ses amis. Je pense que vous avez tous fait cette expérience. Vous êtes avec des personnes, vous avez vécu ensemble quelque chose, et puis quand vous relatez ça, ils vous disent « Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais non. » À la limite, ils vous disent « Mais non, ça n'a pas eu lieu. » Et là, pour moi, ça m'a autorisée, en fait, à devenir vraiment romancière, c'est-à-dire à mélanger le vrai et le faux, à inventer mon histoire, à trouver mes propres explications, le pourquoi et le comment de tout ça, et donc à inventer cette histoire. Et pour finir, cette histoire de royaume, en réalité, c'est une petite citation de Shakespeare. Bon, royaume pour un cheval, à la fin d'une pièce, Richard III. Voilà, on est sur le théâtre d'une guerre, et puis le roi veut partir, se sauver. Et je pense que mon père s'est sauvé grâce à la musique. Il a réussi à trouver sa propre voie, il s'est transcendé. Il a transcendé une carrière beaucoup plus sage et sérieuse de fonctionnaire international, mais il est devenu vraiment l'homme qu'il voulait être. Merci. Merci Kidi Bébé pour cette explication de texte, pour remettre les choses en place. En tout cas, c'est un beau récit narratif, je m'arrête si je me trompe, qui est plutôt même autobiographique, puisque les personnages sont cités nommément. J'ai vu Francis est cité par son prénom, c'est-à-dire que c'est pas un personnage fictif, c'est Francis. C'est vraiment l'histoire de Francis, racontée par sa fille quelque part aussi. Et puis c'est aussi l'histoire peut-être de nous tous ici, de chacun d'entre nous. Je pense surtout à ces étudiants africains dont nous sommes tous, qui sont venus en France, et parfois peut-être que la réalité française était différente de celle qu'on pouvait penser en quittant Brazzaville ou Yaoundé, Douala, Conakry et que sais-je. Et donc, finalement, c'est une recherche en fait mémorielle de souvenirs conscients. C'est le terme que tu utilises d'ailleurs dans le livre. Et souvenir conscient d'enfance, finalement, et de la vie d'une famille en France, originaire du Cameroun. C'est une très belle histoire. Moi, je suis fan, comme on dit aujourd'hui, et donc je vous invite vraiment à acheter ce livre et à le lire, à découvrir ce fameux royaume pour une guitare, j'insiste. Et non pas pour elle. Merci encore, Kidi. Alors, donc, voilà, donc on est toujours dans le voyage culturel, et notre troisième auteur qui nous a fait l'honneur aussi d'accepter notre invitation et de venir parler de son ouvrage, c'est Caroline Bourgine, qui est une auteure journaliste, qui donc a écrit un magnifique ouvrage, qui est ici, voilà, qui s'appelle « Les Guadeloupéens ». Et voilà, les lignes de vie d'un peuple. Alors, vous voyez, les lignes de vie, elles sont dans la main. Donc, je laisse Caroline se présenter à vous. C'est une grande africaine et une grande caribéenne aussi. Et elle va nous expliquer un peu
l'histoire des Guadeloupéens telle que l'a conçue. Merci Sylvain, merci la librairie du Congo de m'accueillir. Je veux dire que c'est une belle histoire d'être ici parce que je ne serais peut-être pas... je n'aurais peut-être pas écrit ce livre si je n'avais pas vécu 4 ans au Congo comme correspondante de presse pour RFI entre 84 et 89. Le livre sort le 6 octobre et je suis très émue d'être reçue ici, chez vous, comme on peut dire, comme à la maison, pour présenter ce livre la première fois avant sa diffusion donc, en librairie le 6. Donc c'est une jolie boucle et c'est une d'autant plus jolie boucle après vous parlez après qui dit bébé, puisque ce qui nous relie c'est l'écriture et la musique. Donc c'est aussi tout à fait sensé tout cela. Alors pourquoi ce livre? Eh bien, dans l'introduction de ce livre, je dis que j'ai souvent l'occasion de dire que j'ai bac plus 30 Guadeloupe. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qui fait qu'on a envie à un moment donné, quand on a l'opportunité d'écrire sur un lieu, un peuple qui vous tient à cœur. Alors la collection s'appelle Ligne de vie d'un peuple, hein. C'est une collection qui est distribuée par le Seuil et qui a été montée par un monsieur qui s'appelle Henri Dougier et qui a, pour certains qui sont ici, monté cette revue qui a été quand même extrêmement importante dans le monde littéraire en France et pas seulement, dans le monde francophone, qui est la collection Autrement. Donc quand il a fondé cette collection, Ligne de vie d'un peuple, j'ignorais totalement que j'en ferais peut-être un jour une ligne, ou à 152 pages pour être plus précise. Et donc je lui ai proposé, et à mon grand étonnement, il m'a dit ben oui, envoie-moi une note d'intention. Comme quoi on peut écrire, c'est mon premier livre, avec aussi un éditeur, ce qui n'est pas toujours évident, parce que souvent on se dit voilà, j'ai ça à écrire, mais est-ce que l'éditeur, ça va l'intéresser? Donc moi j'ai commencé par rencontrer un éditeur et j'ai écrit un livre, ce qui est quand même une jolie histoire qui n'arrive, je sais, malheureusement pas à beaucoup de gens qui aiment écrire et qui écrivent. Ensuite, je me suis dit, bon, écrire un ouvrage, moi je suis une femme de radio, qui travaillait pendant longtemps à France Culture aussi, comment aborder un peuple comme les Guadeloupéens, qui n'est pas un peuple d'une nation souveraine, comme on peut faire un livre sur les Congolais, sur les Espagnols, sur les Finlandais, sur les Norvégiens. Donc comment procéder? Donc la meilleure façon pour moi de procéder, c'était de donner la parole à, là en l'occurrence, il y a 27 témoignages de gens, pour certains que je connaissais depuis très longtemps, d'autres que j'ai rencontrés à l'occasion de faire cet ouvrage. Et l'idée c'était de comment définir un peuple à travers quoi? Alors pour moi, il y avait 2 axes essentiels. C'était à travers sa langue et à travers sa culture. Donc, qui dit culture dit musique, dit littérature, dit oraliture. Et tout ça, ça croise évidemment toutes les problématiques que l'on trouve en Guadeloupe. L'auteur guadeloupéen Daniel Maximin dit souvent l'archipel guadeloupéen, c'est 4 continents pour faire une île. Donc j'ai travaillé sur les composantes humaines de cet archipel. Hein. Je dis bien archipel, ce n'est pas le cas de la Martinique. La Martinique, c'est pas un archipel, c'est une île. La Guadeloupe, c'est les Saintes, c'est Marie-Galante, c'est Petite Terre, c'est Désirade, et c'est Basse Terre et Grande Terre, qu'on peut considérer comme 2 îles traversées par une rivière salée. Donc pour avoir une vision géographique déjà de cet archipel, la Guadeloupe, c'est comme 2 ailes de papillon traversées par cette colonne vertébrale liquide que serait la rivière Salée qui est rejoint par 2 ponts, les 2 terres, qui sont d'ailleurs 2 terres qui n'ont pas la même histoire, puisqu'il y a une terre volcanique où se trouve la Soufrière, donc où se trouve aussi la Basse Terre, et puis de l'autre côté la Grande Terre, qui est une terre calcaire. Donc c'est une problématique qui est vraiment intéressante parce qu'à chaque fois on est sur quelque chose de binaire, de double. Donc la langue, non, je parlais de la culture à travers la musique, à travers la littérature. Donc dans cet ouvrage, il y a aussi beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que le créole,
Parce que souvent on dit oh c'est pas une langue, mais c'est une langue. Bon, le créole a sa grammaire, a son lexique, a sa nomenclature, a ses défenseurs, a son dictionnaire. Et aujourd'hui on peut passer en Guadeloupe un CAPES et même au bac prendre l'option créole. Et je crois que les Guadeloupéens sont aujourd'hui un peuple totalement bilingue. Donc j'ai aussi essayé de mettre en visibilité ce qui fait aussi qu'ils sont guadeloupéens et qu'ils ne sont pas martiniquais, parce qu'en Martinique on parle un autre créole, en Haïti on parle encore un autre créole, même si évidemment il y a des cousinages et beaucoup d'échanges, hein, c'est pour eux, hein, ce sont des langues très vivantes, ce sont des langues très neuves aussi. Donc dans le livre il y a un long entretien par exemple avec Hector Poulet, qui est probablement l'un des plus grands chantres et un des plus grands défenseurs de la langue créole et qui a fait beaucoup pour elle. Après, il y a tout ce qui relève des thématiques de la terre et de la mer, parce que longtemps, la Guadeloupe, pour des raisons liées à l'histoire de l'esclavage, mais aussi au terrain lui-même de la terre guadeloupéenne, a tourné le dos, les villes tournaient le dos à la mer. Et donc aujourd'hui, tout ça est en train de changer. La mer, on l'aperçoit, on commence à l'apercevoir non pas comme une terreur en Guadeloupe, mais comme une richesse. C'est assez récent. Et puis c'est aussi, et très important, c'est qu'un peuple, c'est aussi une mémoire, une histoire. Et je pense que les Guadeloupéens, pour bien des raisons, sans prendre des exemples récents, ont souvent été spoliés sur ce qui est l'histoire de leurs origines, puisque évidemment il y a une grande majorité d'afro-descendants. Il y a l'histoire de l'esclavage, d'Européens, de Français, d'Italiens, mais aussi de Syro-Libanais qui sont arrivés à la fin du XIXe siècle, et puis aussi beaucoup d'Indiens du sud de l'Inde. Donc la Guadeloupe, c'est toute cette composante où aujourd'hui on peut rajouter aussi des Chinois, et puis des gens de partout, parce que, après tout, il y a un Guadeloupéen qui m'a dit, un Guadeloupéen, la Guadeloupe, c'est dès qu'il y a un Guadeloupéen, il y a la Guadeloupe quelque part. Donc je trouve que c'est assez joliment imagé comme approche. Merci Caroline. On va pas parce que j'ai une petite question pour toi. Au fait, dans le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et vous n'avez pas besoin de micro. Hein, tiens, il y a un monsieur qui se déclare. Monsieur Chapeau. Allez-y, je pense que vous avez une voix suffisamment forte. Je connais un peu la Guadeloupe. Là, il y a un sous-entendu dans votre exposé qui évoque une question de souveraineté. Savez-vous que les Antilles ont été françaises avant Nice? Voilà. Et savez-vous que aussi la Guadeloupe a été anglaise, a été espagnole, a été hollandaise avant aussi. C'est la beauté du cadeau. Voilà. Okay. Merci encore Caroline. Donc moi je suis comme Caroline, je suis amoureux de la Guadeloupe. Et d'autant plus amoureux qu'en Guadeloupe, il y a une ville qui porte le même nom qu'une ville dans mon pays, qui s'appelle Pointe-Noire. Et nous avons pour projet de marier ces deux villes. Donc je fais appel à toutes les intelligences ici dans la... Vous avez des bonnes idées pour qu'on mène à bien ce projet. Le maire de Pointe-Noire en Guadeloupe m'a dit, mais oui, mais monsieur, vous comprenez, notre ville, elle fait 6 000 habitants. Pointe-Noire au Congo, c'est 1 million d'habitants. Comment on va faire? Magnifique! On va jumeler les cultures, on va jumeler la musique, on va jumeler, voilà, faire ce pont justement entre l'Afrique et les Antilles, qui finalement se connaissent très peu alors qu'ils sont si proches. Voilà. Merci encore Caroline pour cette belle illustration donc, des Guadeloupéens. Et je voudrais dire aussi... Et je voulais remercier encore une fois Caroline pour ce message qu'elle passait tout à l'heure. C'est son premier roman, son premier livre. Donc souvent on me pose la question des gens qui me disent voilà, moi j'aimerais bien écrire un livre, comment on fait, j'ai besoin d'un éditeur, etc. Donc là, vous venez d'avoir la méthodo, la preuve par 9, qu'il suffit d'avoir une bonne idée, et puis l'éditeur, il vient à vous. Et je parle sous le contrôle des éditeurs qui sont ici présents dans la salle. Où est-ce qu'il est, mon ami Yves-Jacques? Et Franck Cana, tu confirmes. Tiens, je vois Nadia Origo aussi. Donc il y a plein d'éditeurs ici, profitez-en, attrapez-les, soumettez-leur vos manuscrits, et je pense que
ils seront tout à fait contents de vous éditer, de vous publier. Voilà, donc pour cette rapide présentation, alors, malheureusement on ne peut pas rentrer trop dans le cœur des ouvrages. Je sais que tout le monde est intéressé, donc je voudrais juste, avant qu'on passe aux agapes, passer le micro à la salle s'il y a des questions. Sinon je poursuis. Est-ce que quelqu'un a une question en particulier? Un message? Pas de questions par rapport à cette rentrée? Bon. Donc, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que... Ah, il y a une question. Mon micro n'est pas assez... Tina et la journaliste nous parlait de la situation de la femme et du potentiel de la terre-mère congolaise. Est-ce qu'elle a un projet de pouvoir... mener à bien? Oui. Ah, oui. Mettre tout sans musique. Allez. Je réponds juste rapidement. Micro Tina Gall. Bonjour, merci pour votre question. Ça montre déjà que bon, le sujet touche. Alors les projets, on en a toujours. Alors, le premier déjà, c'est de faire lire un maximum de personnes mon livre, de façon à comprendre mon idéal par rapport à la problématique. Alors les projets, nous en avons. Dedans, il y a des brides, des énoncés de projets, et d'autres aussi certains faits qui peuvent appeler les gens à travailler avec moi. Je suis aussi marqué derrière, donc présidente d'association. Donc mon militantisme passe aussi par, d'abord par l'écriture, et ensuite par sur le terrain, les actions que j'ai menées et que je continuerai à mener. Voilà. Merci beaucoup. Merci Tina. Donc voilà, donc je vais vous présenter rapidement, enfin présenter, c'est un grand mot, vous parler simplement en 2-3 mots, puisqu'on est autour d'une histoire extrêmement féminine. Je citais d'ailleurs à dessein Patsy Loutard qui écrivait pas mal sur la mer, mais aussi surtout sur les femmes, pour vous dire que l'année prochaine, donc en 2017, en mars, si on est agréé, parce que chaque année c'est toujours pareil, il faut faire la demande, si on est accepté, on sera encore une fois présent au salon du livre de Paris qui s'appelle Livre Paris maintenant, comme tout le monde le sait. Et là, le thème du stand du pavillon livres et auteurs du bassin du Congo, il portera sur les femmes, les auteurs, les femmes auteurs qu'on a appelés, nous, les auteurs oubliés. Donc voilà, donc il y aura toute une série de tables rondes, de problématiques aussi qui porteront sur la place de la femme, comme l'évoquaient certains ici, Tina et d'autres aussi, mais surtout sur les auteurs féminines, les auteurs africaines, la Caraïbe, française aussi, pourquoi pas. Notre dénominateur commun restant évidemment l'Afrique. Donc voilà, donc on aura un certain nombre de thèmes avec un programme qui sera disponible en temps utile. En tout cas, je lance déjà un appel à toutes les auteurs. Je ne sais pas si on dit toutes les auteurs ou tous les auteurs. Vous voyez, ce terme est même masculin. En fait, tous les auteurs. Voilà. Donc il n'y a pas d'auteur femme, ça ne se dit pas. Donc on dit écrivaine. Hein, voilà. Donc on va bousculer l'Académie française. On va parler des auteurs. On ne mettra pas de E devant parce que sinon ils ne seront pas contents. Donc voilà, simplement le message que je voulais faire passer. Et encore une fois, merci donc d'être venu ici. Alors je ne vais pas les citer toutes, on a déjà une pléiade d'auteurs qui viennent d'un peu partout, avec quelques célébrités aussi pour la partie festive, hein, comme d'habitude. Donc qui seront la partie. Il y aura simplement, pour ce qui concerne les auteurs, de s'inscrire sur notre site dès qu'il est prêt. Enfin, il est prêt, mais bon, le module d'inscription en ligne n'est pas encore tout à fait fini, donc on est en train de travailler dessus. Mais je pense que ça sera plus facile, notamment pour des auteurs qui sont en Afrique du Sud ou aux États-Unis, qui nous appellent pour savoir, en plus avec le décalage horaire pour les Américains, comment il faut faire pour venir au Salon du Livre de Paris, faire la fête avec les Congolais sur le stand du bassin du Congo. Donc là, ça sera sur le site internet. Et puis... Et pareil donc pour les journalistes, donc, voilà, il y aura tout un process d'accréditation, donc tout à fait simplement. Et chez nous, la liberté étant la règle. Sauf qu'elle s'arrête là où commence celle des autres, n'est-ce pas? Merci à vous en tout cas. Et on va laisser la place aux musiciens le temps qu'ils se mettent en place.
Et merci encore d'être venus aussi nombreux.